Bonsoir à tous et bienvenue au grand plateau de ce premier jour de la semaine. Sur la table des échanges de ce soir, atteinte à la liberté d'expression et aux droits humains au Cameroun, le Parlement européen prend position selon une résolution adoptée à main levée jeudi dernier. Les élus ont appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de plusieurs journalistes emprisonnés au Cameroun, dont Amadou Vamulke, Kingsley Njoka, Mancho Bibikzi et Thomas Awa Jr., mais également Nsi Conrad. La dite résolution dénonce la détention arbitraire de ces journalistes accusés entre autres de terrorisme, subversion ou diffusion de fausses informations, critiquant par ailleurs la pratique des juridictions militaires pour juger des civils. Le Parlement européen demande alors à ses États membres de mettre pression sur les autorités camerounaises afin de faire appliquer les dites recommandations, dont le non-respect pourrait avoir des incidences graves sur les relations entre le pays et son principal partenaire commercial à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Comment comprendre cette résolution de l'Union européenne? Pourquoi ce timing? Le gouvernement camerounais a-t-il intérêt à s'exécuter? Des questions pour nos invités de ce soir. Mais d'abord, cap sur l'actualité de ce lundi. Bienvenue à tous en ouverture de ce journal de mort sur le carreau dans un accident de la circulation à Banefo dans le premier arrondissement de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun. La tragédie s'est produite ce lundi alors qu'un camion avec système de freinage défaillant et roulant en vive allure a percuté un autre engin lourd de la descente au niveau de la descente de Banefo. Le choc n'a pas épargné une boutique à quelques mètres de la chaussée. Voici les détails avec Franck Duretasson-Ken et Loïc de retour du lieu du drame. C'est un véritable cauchemar pour les populations de Banefo. L'axe Bafoussam-Fumbot donne des sueurs froides aux usagers de ce tronçon, témoins des accidents de la circulation au quotidien. Le premier camion qui est juste derrière vous, qui était apparemment en excès de vitesse, j'utilise le conditionnel là, a heurté l'autre, le deuxième camion. L'ayant heurté, le camion a bifurqué dans la foule. Il est entré dans le hangar qui est tout derrière moi. Et puis il y avait des occupants dans le hangar là. C'est les deux corps que vous voyez sur place. D'après les riverains, les deux engins lourds revenaient de Bafoussam en partance pour le département du Noun. C'est après le lieu-dit décharge Isakam au village Banefo que l'un d'eux va percuter l'autre. La défaillance du système de freinage à l'origine de ce choc qui a malheureusement ôté à la vie deux membres d'une même famille. L'un d'eux a perdu l'usage des freins et a foncé bêtement sur le suivant immédiat qui a aussitôt percuté ces deux personnes qui viennent malheureusement de perdre la vie. Nous voulons profiter, n'est-ce pas, de cet incident tragique pour interpeller les chauffeurs, les conducteurs. Parce que, voyez-vous, c'est devenu monnaie courante dans la localité où chaque jour nous faisons face à ce phénomène grandissant d'accidents de circulation. Nous voulons également sensibiliser les populations. Cette descente est devenue redoutable, comme le témoignent les habitants du premier arrondissement de la ville de Bafoussam. Chaque jour, selon moi-même, c'est le virage. Si on pouvait vraiment normalement, la route, on enlève le virage aussi. La route a tué. Et dit quand même les bens descendent de la colline, si toi-même tu essaies de reculer, toi seulement derrière. La vitesse que descendent ici, sans qu'on ait qu'il y a un virage. Ah, voilà ça. Il n'y a pas longtemps, plusieurs personnes trouvaient la mort, presque à ce même endroit. Les deux victimes ont été déposées à la morgue du centre hospitalier régional de Bafoussam, à Pouécan. Les deux conducteurs de camions, quant à eux, sont portés disparus. En direction l'extrême nord à présent, où les habitants de Vité disent non à la désignation d'un nouveau chef par l'administration locale. Nous sommes dans l'arrondissement de Mogodé, département du Mayo-Tsanaga. Une réunion communautaire prévue pour discuter de la question et trouver une solution à cette situation a été annulée par le préfet de Mogodé, estimant que ça pourrait engendrer des tensions sociales. Plus de précisions avec Fernand Marquez. Residents of Vite village in the Mayo-Tsanaga division of the Far North region are expressing discontent over the local administration's efforts to impose a traditional ruler on their community. L'administration a pris d'autres routes
pour introniser le chef du village de Vité. Sinon, dans le décret de 1977, dans les normes, on doit lancer la vacance. Le village est fracturé, le village est sous tension, les populations ne savent plus à quel sens se vouer à cause de cette affaire de chefferie. The village elites have criticized the inconsistencies in the appointment process for the new traditional ruler, citing a lack of transparency and fairness. On nous a sorti une homologation parlant de la consultation le 20 juillet et qui a été signée le 5 août. Mais l'élection a été faite au Lamida le 11 décembre 2024. Donc l'élection a été faite le 11 décembre 2024, l'homologation a été signée le 5 août 2024 et la consultation le 20 juillet 2024. The people of Vité are urging the administration to reconsider its decision and restart the electoral process, ensuring that it is free from any irregularities. Nous demandons à l'autorité qui a signé l'acte d'homologation d'annuler son acte. Humblement, on le demande de l'annuler et de reprendre le processus électoral de manière transparente et de manière objective. Beyond the controversies surrounding the chieftaincy, the villagers are also voicing concerns about the absence of basic necessities in their community, which is hindering development. Doter les forces de défense et de sécurité d'équipements modernes pour les appuyer dans la lutte contre les nouvelles tactiques de combat de Boko Haram, c'est la promesse de Joseph Betty Somo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Une annonce qui intervient quelques semaines après l'attaque de Vulgo à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, qui a coûté la vie à une dizaine de soldats camerounais. Lors de sa visite dans la région de l'extrême nord, Joseph Betty Somo a rencontré des soldats blessés de cette attaque, justement pour leur transmettre les mots de réconfort du chef de l'État. Des distinctions honorifiques ont cependant été attribuées à titre posthume aux militaires tombés sur le champ de bataille, et une évaluation de la situation sécuritaire et du déploiement militaire a également été faite. Je vous propose d'écouter Joseph Betty Somo dans cet extrait. Je vous transmets ces vives félicitations et encouragements pour vos efforts, votre engagement dans les opérations contre les sectes et mouvements djihadistes que vous combattez. Le procès opposant l'État du Cameroun à Maître Alice Combs, avocate de renom et fondatrice du réseau centrafricain des défenseurs des droits humains REDAC, a été reporté au 2 juin 2025. Alice Combs, la présidente du conseil d'administration, et Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC, ont donc comparu devant le tribunal de première instance de Bonanjo, assistés de leurs avocats. On rappelle, Maître Alice Combs est accusée d'avoir levé les scellés apposés sur le siège du REDAC à Douala par le préfet après la suspension du ministre de l'administration territoriale des activités de l'organisation, suspectée d'avoir des liens avec des réseaux terroristes. La concernée soutient cependant qu'elle était dans son droit, les scellés ayant été apposés sans décision judiciaire de justice. Et dans le reste de l'actualité, une autre affaire, celle de l'assassinat de Martinez Ogo. Le procès est à nouveau renvoyé au 28 avril par les magistrats du tribunal militaire de Yaoundé. Ce report fait suite à l'audience du 20 mars dernier à la cour d'appel du centre, au cours duquel la DGRE a recusé les juges, mettant donc en doute leur impartialité. Cette récusation a entraîné la suspension des débats dans l'attente de la constitution d'un nouveau collège de juges, avec une audience fixée au 17 avril. La DGRE, qui tente de se constituer en partie civile afin d'éviter d'être considérée comme partie accusée, a donc vu sa demande rejetée à plusieurs reprises, de quoi ralentir la procédure judiciaire. Maître Jean Manim, avocat de la partie civile, nous explique ce que c'est qu'une récusation et dans quelles circonstances un magistrat peut être récusé. Il s'exprime au micro de Julien Bapungué. Mais la récusation, elle est prévue par le Code de poursuite civile et commerciale. Lorsque les avocats estiment, ou une des parties estime dans un procès
qu'un juge n'a pas un comportement qu'on attend de lui, ou qu'il sort de la neutralité qu'on attend de lui, eh bien, on peut être amené à le recuser. C'est-à-dire tout simplement à dire que ce juge-là, de par son comportement, eh bien, il ne mérite plus la confiance, il ne suscite plus la confiance des partis. C'est la raison pour laquelle ces deux magistrats ont été recusés. Pour pouvoir se prononcer, elle peut admettre, déterminer que l'accusation est fondée, ou alors rejeter tout simplement la requête d'accusation, auquel cas on va continuer la procédure. En politique, élection présidentielle de 2025, Serge Espoir Matomba représentera le PURS. Il a été désigné lors du 3e congrès ordinaire qui s'est tenu samedi dernier à Yaoundé. Le candidat se propose entre autres de mettre fin aux divisions linguistiques dans le pays, mais aussi de créer une monnaie nationale et de prôner la méritocratie dans l'organisation administrative. Voici d'autres précisions avec Sébastien Yébé et Julien Bapongé à Yaoundé. Réunis ce 5 avril dans la ville de Yaoundé pour son 3e congrès ordinaire, le peuple uni pour la rénovation sociale, PURS, investit officiellement Serge Espoir Matomba, candidat du parti à la présidentielle de 2025. Pour nous, la campagne est lancée. Nous étions en pré-campagne, nous entrons véritablement en campagne parce que de par la structuration de notre parti politique, tout le monde se met au travail désormais. Nous avons élu le premier secrétaire, son bureau politique, son bureau national, les coordonnateurs des confédérations, des fédérations, des communes. Devant ses partisans, il a présenté les grandes lignes de son projet de société, contenu dans un ouvrage de 170 pages, axé sur la refondation de la Constitution, la suppression des divisions linguistiques, la création d'une monnaie nationale et la méritocratie dans l'organisation administrative. La seule élection possible qu'il y aura en 2025-6, ce sera le référendum pour une nouvelle constitution, pour les nouvelles bases du Cameroun, pour les nouvelles régions du Cameroun. Parce que je peux vous faire la confidence que nous partirons de 10 régions à 5 régions. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction des grands ensembles. Nous n'avons plus besoin des divisions pour vivre. La division nous a séparés et nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de construire un grand ensemble. L'événement a réuni plusieurs figures de l'opposition. En vue du scrutin, Matomba a annoncé la formation de 57 000 scrutateurs pour couvrir 24 000 bureaux de vote. On a utilisé les Camerounais pour perpétuer ce système. Donc il est dans de bons temps que nous puissions réécrire l'histoire du Cameroun. Que nous soyons les acteurs majeurs de notre développement et de notre futur. Le congrès s'est clôturé avec l'adoption d'une nouvelle devise, souveraineté, justice, prospérité. Soutenu par des chefs traditionnels et ses militants, Matomba est désormais prêt à concrétiser son ambition d'un Cameroun renouvelé. Et puis un vent de propreté qui s'apprête à souffler sur Yaoundé avec les 10 nouveaux camions de ramassage d'ordures qui ont été présentés le 4 avril dernier, marquant le retour de la collaboration entre Isacam et la communauté urbaine, une initiative diversement accueillie par la population qui salue l'effort d'une part et le juge insuffisant d'autre part. Si l'annonce se fait réagir sur les réseaux sociaux comme dans les rues, les autorités annoncent l'arrivée de 60 camions supplémentaires dans les tout prochains jours. Nos reporters Sébastien Yébé et Julien Bapongé ont recueilli les réactions dans ce reportage. Le week-end dernier, la ville de Yaoundé a accueilli 10 nouveaux camions destinés au ramassage d'ordures. Sur la place publique comme sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé. Pour certains habitants, ces 10 camions symbolisent le retour d'une volonté politique de remettre de l'ordre dans la gestion des déchets. Mais d'autres voix sont plus critiques. Bon, ils pourront aider à faire le peu, sinon c'est très peu. Ça ne peut pas satisfaire à toute la ville de Yaoundé. Il faudrait plus. C'est pas possible. 10 camions pour la superficie de la ville, c'est impossible. Il n'y a qu'à voir les dépôts d'ordures partout. Ça parle de soi en fait. Un sentiment partagé par de nombreux internautes qui appellent à des mesures plus ambitieuses et durables. Il faut peut-être encore améliorer le service pour que ce soit efficace. Je pense que ce sera salutaire pour que la ville de Yaoundé soit vraiment clean. Pour que Yaoundé soit la ville que les gens ont connue, que les étrangers ont connue dans l'Afrique centrale. Et que Yaoundé soit vraiment plus à un moment revivre
comme une ville moderne. Face à ces critiques, les autorités de la ville rassurent. Les 10 camions présentés ne sont que la première vague d'un programme plus large. Une soixantaine d'autres camions de dernière génération viendront compléter la flotte dans les semaines à venir. En attendant les prochaines livraisons, les habitants de Yaoundé oscillent entre prudence et espoir. Le défi reste immense, mais la mobilisation semble amorcée. Reste à savoir si elle sera suffisante pour répondre aux attentes pressantes d'une population lassée par l'insalubrité. Et à présent, un tour à l'université où des étudiants sont prêts pour embrasser le monde de l'entrepreneuriat le temps d'une journée organisée par l'association Youth Care. Ils ont acquis de précieuses connaissances dans le domaine. L'événement visait à renforcer l'autonomie des étudiants pendant leurs études et à les initier à des nouvelles techniques d'entrepreneuriat. Regardez plutôt ce reportage de Fontaine Marquez. A recent gathering in Douala organized by Youth Care Association focused on enriching students with the knowledge needed to become entrepreneurs while still studying. According to Prosper Chango, president of the association, the goal is to help students build confidence. Dans les jeunes ont peur de se lancer. Ou alors beaucoup de jeunes n'arrivent pas à oser parce qu'elles pensent que non, c'est quelque chose qui est réservé, c'est quelque chose qui est réservé à d'autres personnes. Et pourtant, l'entrepreneuriat doit être quelque chose qui entre déjà dans nos gènes. À partir du moment où tu arrives à concevoir quelque chose, il est facile pour toi de pouvoir l'avorter ou de pouvoir l'enchanter. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il est important que chaque jeune puisse déjà insérer dans son agenda le volet entrepreneurial. He emphasized that young people need to start somewhere by learning the fundamentals of entrepreneurship, including the do's and don'ts. Est-ce qu'il faut directement se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est un processus, quelque chose qui vient avec le temps. Ça veut dire que tu ne peux pas sortir de nulle part, tu commences directement à entreprendre. Il te faut une base. Si le job ça dit, il faut la connaissance pour pouvoir commencer. A participant noted that the knowledge gained would enhance entrepreneurial skills. Donné que j'ai été étudiante, j'ai eu des difficultés à joindre les deux bouts, donc j'ai dû me lancer dans la pâtisserie et j'ai commencé en faisant 1 ou 2 et j'ai partagé au quartier. The organizer stated that the initiative aims to empower students to become independent and job creators. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Violation des droits de la liberté de la presse au Cameroun. Le Parlement européen dénonce l'arrestation arbitraire et la détention illégale des journalistes dans des conditions inhumaines dans les prisons du pays. Il vient de voter une résolution demandant aux 27 États membres de faire pression sur le régime de Paul Biya en prenant des sanctions économiques en vue de les pousser à respecter les droits humains contenus dans la Constitution. Ces eurodéputés exigent la libération du journaliste Amadou Vamoulke, ancien directeur général de la CRTV et des hommes de médias interpellés dans le cadre de la couverture de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Seulement, pourquoi cette sortie du Parlement européen maintenant et à quelques mois de l'élection présidentielle pour des journalistes emprisonnés depuis plusieurs années? Voici la lecture de Jean-Paul Chugnat. Après l'arrestation et la condamnation à une dizaine d'années de prison des journalistes Mancho BBC, Nchin Conrad, Kingsley Mfomu-Nyunjoka et Thomas Awa Jr. pour terrorisme, propagation de fausses nouvelles et hostilité contre la patrie, le Parlement européen juge arbitraire et illégal la détention de ces hommes de médias pour avoir été interpellés en situation professionnelle dans la couverture de la crise sociopolitique en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans une résolution adoptée en tout début de ce mois d'avril, les eurodéputés dénoncent des violations des droits fondamentaux de l'homme, les droits des journalistes, la liberté de la presse et la liberté d'expression, pourtant garanties par la Constitution du Cameroun. Le Parlement des 27 États membres de l'Union européenne reproche au régime de Yaoundé d'avoir fait condamner des civils devant une juridiction militaire pour des affaires de droit commun et surtout les mauvaises conditions d'incarcération de ces journalistes. En dehors de ces journalistes condamnés dans le cadre de la crise anglophone, le Parlement européen évoque le cas de leurs confrères Samuel Ouazizi et Agnès Denso, tués en août 2019 et mai 2023. Et dont les auteurs de ces crimes n'ont jamais été inquiétés pour leurs actes.
les 535 votants citent les assassinats non encore élucidés des journalistes Martinez Zogo. Jean-Jacques Ola Bébé, non sans faire allusion à l'état de santé préoccupant du journaliste Amadou Vamoulke, même si condamné dans le cadre de sa gestion de l'office de radio-télévision la CRTV. Considérant la position de l'Union européenne de premier partenaire commercial du Cameroun, les eurodéputés demandent au régime de Paul Biya de respecter les droits fondamentaux de ces hommes de médias, en leur accordant surtout l'accès aux soins de santé dont ils sont privés. Et pour faire pression sur le régime de Paul Biya, le Parlement européen demande à l'Union et aux États membres d'utiliser leur influence diplomatique et économique pour soumettre le pouvoir de Yaoundé à un véritable respect des droits de l'homme au Cameroun, de mettre fin au jugement des civils devant les tribunaux militaires, une pratique contraire au droit international d'une part, et d'autre part, demande aux autorités camerounaises de cesser tout recours abusif aux accusations de terrorisme, de subversion et de propagation de fausses informations dans les procédures judiciaires contre les journalistes. Le Parlement européen a si bien dénoncé les violations des droits de l'homme et des journalistes au Cameroun. Mais l'opinion nationale et même internationale s'interroge sur l'opportunité de cette sortie pour des journalistes emprisonnés depuis au moins 7 ans, sans entendre broncher les députés européens. Quel intérêt est en jeu de cette sortie du Parlement du vieux continent à faire pression sur le régime du renouveau de 43 ans et le recours aux sanctions économiques à quelques mois d'une élection présidentielle très attendue des Camerounais et tous les partenaires multilatéraux du Cameroun? Pourquoi prendre fait et cause maintenant pour des violations décriées depuis fort longtemps par des défenseurs des droits humains à l'instar de Human Rights Watch, Amnesty International et bien d'autres? Le Parlement européen se réveille-t-il enfin d'un profond sommeil? Ces pressions sont-elles à même de pousser les autorités camerounaises à respecter les droits humains tant bafoués, tels que le dénoncent ces eurodéputés? On menace sur les journalistes que vaut la pression de l'Union européenne sur le Cameroun. Pour en parler ce soir, 4 invités. Roland Tsapi du groupe de médias Balafon, éditorialiste. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Bonsoir Dorine. Alors en face de vous, maître Charlotte Chakounté, avocate au barreau du Cameroun. Bonsoir maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Michel, merci Michel Michaud, Moussala, journaliste, mais également DP d'Aurore Plus. Merci Michel d'être là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de votre invitation. Et puis pour compléter le tableau, senior barista Emmanuel Achou, il est avocat au barreau du Cameroun, habitué d'ailleurs de ce plateau. Senior barista, bonsoir et merci d'être là ce soir encore. Good evening, Dorine. Thank you for inviting me. Alors, Roland Tsapi, je démarre par vous. Cette sortie du Parlement européen met quand même remet au bout du jour, j'allais dire, une question qui est actuelle et qui existe depuis, celle de la violation des droits humains au Cameroun, mais surtout l'atteinte à la liberté d'expression, de la presse notamment. Vous êtes dans la profession depuis un moment et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous appréciez l'évolution de cette situation, vous qui avez vu une certaine évolution de celle-ci? Disons qu'il faut commencer par regretter que les réactions ou bien les prises de position, les résolutions soient adoptées de l'extérieur, comme si au niveau africain et même au niveau national, on était resté insensible à cela. Et c'est effectivement le cas. Il est regrettable que jusqu'ici, que ce soit pour les répressions, comment dire, exercés sur des journalistes ou bien des violations de droits de l'homme dans l'ensemble, le Parlement camerounais jusqu'ici soit resté autiste, muet, insensible, ne bouge pas, ne fait pas comme s'il y avait un problème à l'intérieur. Ça, c'est quand même assez préoccupant. Encore moins au niveau africain, où on a un Parlement africain aussi, on n'a pas jusqu'ici entendu des voix monter pour dire stop ou bien faisons attention par rapport à ce qui est en train de se passer au Cameroun par rapport aux violations des droits de l'homme. On a entendu effectivement, ou plutôt les organisations de la société civile, Transparency International, Human Rights Watch et autres qui se sont indignés en faisant des rapports de ce qui est en train de se passer jusqu'ici. Mais vraiment, c'est regrettable que les députés, les sénateurs et autres Camerounais jusqu'ici fassent comme si c'est quelque chose qui s'est passé ailleurs. C'est vrai que même pour blaguer, souvent ils disent que non, c'est pas au Cameroun que ça se passe au Tchad ou au Mali et tout. Mais on est arrivé à une situation où c'est vraiment, mais vraiment assez compliqué et où on a banalisé un certain nombre de dérives au Cameroun. Parce qu'il est incompréhensible que les députés de la nation qui sont supposés interpeller le gouvernement
par rapport à un certain nombre de réactions qui sont supposées veiller sur le bien-être, garantir la sécurité des populations et autres, jusqu'ici fassent comme si de rien n'était. Au contraire, on les entend discuter à l'Assemblée nationale des lois et autres choses qui n'ont vraiment rien à voir avec cette sécurité qui est constamment exigée pour ce qui se passe dans la région du Nord-Ouest et ses effets induits dans l'arrestation et autres de ces journalistes. Parce qu'il faut noter que parmi les 5 journalistes cités, parce que le Parlement européen a fait état de 6 journalistes, en gros, en y ajoutant Amadou Vamoulke. Mais il faut préciser, là vraiment, qu'il ne faut pas qu'on fasse amalgame, mélange. Le cas Amadou Vamoulke, comme le rapport le dit même, est un cas de détournement des deniers publics. Amadou Vamoulke a été interpellé dans le cadre de la gestion d'une entreprise, donc en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant, et dans le cadre de l'opération Épervier. Dans ce sens-là, il n'a pas été interpellé parce qu'il était en situation professionnelle comme journaliste sur le terrain et a soit publié une image ou bien écrit un article qui a offusqué le pouvoir. Non, donc en réalité, il faudrait que pendant qu'on est en train de parler de la violation des droits liés à l'expression ou bien à la liberté d'expression, qu'on ne m'y mette pas. Non, mais on parle aussi de violation de droits humains. On peut parler de son cas ailleurs, effectivement, par exemple, parce que son procès a connu plusieurs renvois. 168, tel que le rappelle ce rapport du Parlement européen. Et sans compter vraiment des éléments qui sont constitutifs du déni de justice, comme ont toujours plaidé les avocats. Mais je voudrais m'arrêter plutôt sur le cas des journalistes qui, en dehors de ça, ont été, la plupart d'entre eux, interpellés sur le terrain où on est allé les chercher dans la maison et ils sont accusés des mêmes choses, viola ou plutôt atteinte à la sécurité de la. On reviendra là-dessus. Et donc, que les réactions se fassent plutôt de l'extérieur, il y a matière à se poser des questions maintenant. On pourra voir plus tard pourquoi c'est de l'extérieur qu'on réagit et qu'est-ce qu'on recherche là-dedans. Mais pour le moment, il faut déjà constater que la situation, pour me résumer, est devenue critique, mais en même temps, de manière paradoxale, est devenue banale, puisque les institutions nationales qui sont supposées se préoccuper ne le font pas. Alors, Michel Michaud, je vous relance sur ce qu'a dit Roland Tapi. Comment comprendre dans ce silence des députés camerounais? Pourquoi en interne, ça n'attire pas autant l'attention qu'à l'extérieur? Est-ce qu'on peut donner une explication à ce silence? Je suis un peu gêné parce que nous appartenions à une corporation, à un corps de métier qu'on appelle le journaliste. Et il me souvient que le travers des autorités politiques de ce pays ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes des victimes, parce que nous étions avec Ndiaoui en 1996 en prison. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'inorganisation d'abord de notre corporation nous joue extrêmement de tort, parce que nous ne sommes pas organisés de manière à ce qu'on comprenne que quand un confrère est interpellé dans l'exercice de ses fonctions. Et c'était ça notre leitmotiv, notre combat depuis. Et quand Tapi se pose bien des questions, pourquoi est-ce que ça vient de l'étranger, pourquoi c'est les eurodéputés qui viennent à pouvoir susciter. Nous sommes dans des États africains, des républiques bananières, c'est le même tabac. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous croyez que ce soit un pays africain. Ce n'est pas les Tchadiens, les Centrafricains, les Congolais qui viendront à venir demander que les libertés de la presse soient implémentées dans ce pays quand on sait ce qui se passe chez eux. Le modèle peut peut-être partir d'ici parce que il me souvient quand j'étais président du patronat de la presse, j'avais conduit quand on avait arrêté le confrère Aman Mana. Je m'étais rendu à Yaoundé, pas avec les avocats ni les membres de la société civile. C'était la corporation qui s'était levée et on s'était rendu. Nous sommes allés, on a dit on nous enfermerait tous. C'est à cette époque au CED, comme on appelait ça, le secrétariat d'État à la défense. Cette matinée, et nous étions tous les patrons de presse pour demander la libération d'Aman Mana, ce qui avait été un acquis. Il faut commencer d'abord par se rediscipliner nous-mêmes.
Maintenant, ce qui viendra d'ailleurs, même nous autres, quand nous étions là, certains organismes demandaient notre libération, mais ce n'est pas une voie normale. Vous vous attendiez, j'ai écouté Tchapi s'interroger sur le fait que les députés camerounais ne réagissent pas, les sénateurs camerounais ne réagissent pas. Écoutez Tchapi, c'est quand quelqu'un se retrouve à New-Bel qui connaît la douleur de la prison. Parce que nos dirigeants qui sont dans le cadre de l'opération Épervier, qui sont à Kodengui, certains ici à New-Bel, ne savaient pas mettre à chou, en sait quelque chose, ne savaient pas ce qu'on appelle la prison. Nous, on a connu la prison, l'eau arrivait au niveau, pour qu'on vienne vous rendre visite, il fallait traverser la moitié de la prison de New-Bel, et l'eau nous arrivait, ma mère, au niveau de la platine, perd son âme. Nos parents venaient nous rendre visite. Dieu sait, c'est même nos avocats que je salue la mémoire, qui se sont trop investis dans le cas d'Engal et Miano, qui aimaient les procès de la presse, les maîtres Achou, qui aimaient bien les procès qui venaient soutenir la presse. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'ensauvagement du système politique actuel ne nous permet pas de venir distinguer la réalité de ce qu'ils pensent. L'ennemi juré de la presse a toujours été, le système n'a jamais considéré la presse comme un instrument d'utilité publique et qu'un instrument de société. Ils ont toujours considéré la presse comme étant adversaire. Et c'est ce qui est malheureux. Cette culture de ne pas incorporer le journalisme dans l'évolution de la société. Mais vous regrettiez tout à l'heure le fait que la presse elle-même ait des organisations faibles. Je veux dire que... Si on il ne faudrait pas. Moi, j'en fais partie. Peut-être parce que nous avions pris de l'âge. On entend de voir les jeunes mieux organisés. Et nous avions même passé le témoin pour certains qui croyaient qu'il y avait des organismes. Vous avez vu, malheureusement, on a eu des enfants que nous avions encadrés, que nous avions estimé que maintenant, ils ont les capacités intellectuelles de continuer l'ouvrage que nous avions commencé, mais se sont foudroyés, d'autres se sont retrouvés même dans les organismes d'État. Donc, je ne vais pas citer les noms ici, ce n'est pas important. Donc, je dis que ce que font les eurodéputés, ce n'est pas une mauvaise chose. Et Tchapi a bien fait, je voulais soulever effectivement le cas Wamolki. Qu'on arrête de vouloir faire l'amalgame. Ça, il faut le dire. Nos confrères qui sont sous le coup de poursuite, ça c'est depuis, en fait, la fameuse loi, quand on avait commencé par dire que il faut faire le glissement, juridique qui s'est fait en disant que quand vous parlez de quelque chose, si vous parlez, on vous transmet vers le tribunal militaire. À l'époque, avec les parfaits juristes, on avait vu venir effectivement ce traumatisme qui va s'opérer, ce glissement que l'État voulait pour tenir effectivement plein de personnes pour que vous soyez soumis à une répression qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, le dessin s'est fait. Pourtant, je me rappelle des articles de presse que j'avais fait à l'époque pour critiquer cette loi si elle passait à l'Assemblée. Mais les députés l'ont fait passer et elle a implémenté, et c'est malheureux qu'on en soit là. Moi, je me refuse même de parler des erreurs députés. La société elle-même ne s'organise pas. Moi, au-delà, j'ai vu tout récemment la corporation des avocats, quand on a fouetté, on s'est mis à maltraiter un avocat. J'ai vu les avocats arrêter le travail. C'est nous qui avions à l'époque lancé le mot d'ordre pour dire que radio, télévision, radio, presse morte et tout, parce qu'on avait arrêté certains des confrères dans des salles de rédaction. On avait, et quand Tchapi à l'époque était au Messager, on avait donné le mot d'ordre, on a vu marcher. Si nous ne nous organisions pas, nous-mêmes, il faut que nous soyons un instrument de pression parce que nous sommes un pouvoir. Nous sommes dans une télévision. Demain, nous allons descendre dans les radios. Les gens passent par notre média, les gens passent par nos médias pour se faire entendre. C'est nous qui devions avoir un peu de la suprématie sur ce. Ils peuvent venir en appui, comme nous avions maintenant la sortie. Le contexte même des élections pour dire que c'est une pression qu'on exerce sur le pouvoir. C'est peut-être parce que, je vais dire ceci, dans les antichambres diplomatiques, ces gens ont essayé de faire des démarches auprès du régime. À travers des organismes tels que voilà, le REDAC, beaucoup de démarches ont été entamées et qui ne se sont pas fait entendre pour qu'on en arrive. Vous voyez que pour peu, la limitation de la parole, pour peu que le REDAC a soulevé la tête et nous sommes devant confrontés à des situations critiques qui nécessitent une critique intellectuelle émanant de nous, parce que quand vous voyez la décision que rend une juge dans le cadre d'une certaine affaire, c'est scandaleux, c'est impropre à une société qui se veut moderne. Donc je pense que l'interpellation qu'on fait au gouvernement, je pense que la fragilité du système actuel
aussi bien opportun pour qu'on comprenne que c'est même maintenant qu'il faut plus demander. Donc que ça vienne de n'importe qui. Peut-être qu'après les eurodéputés, on aura, comme le chef de l'État américain, en ce moment, s'occupe de tout, décide de tout. La mutation du monde aussi peut parvenir à travers qu'ils disent à M. Biya que non, arrêtez, ce que j'apprends là, je veux que dans 72 heures vous mettiez les journalistes dehors et ça pourra se faire. On reviendra sur les enjeux et même le timing de cette sortie. Maître Tchakounté, pendant que Michel Michaud parlait, je vous ai vu acquiescer de la tête et prendre quelques notes, vous voulez réagir, notamment, peut-être que vous allez réagir sur un autre point, mais notamment sur un point qu'il a abordé. Mais, alors, peut-être je retrouverai, parce que j'ai un petit blanc, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous voulez réagir quand même? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que les deux précédents panélistes ont dit relativement au cas de M. Mambouké. Il ne faut pas créer la confusion. Il fait partie des détourneurs des fonds publics. Ça n'a rien à voir avec ces journalistes qui ont été arrêtés dans le cadre de leur travail. Oui, et je crois que... Eux condamnés par le tribunal militaire, lui condamné par le TCS. Oui, mais tout dépend de la qualité des infractions qui ont été commises. Les détourneurs de fonds publics peuvent valablement être jugés devant le TCS. C'est une juridiction spéciale créée à cet effet. Donc, vraiment, à ce niveau-là. Et je ne crois pas que la diplomatie actuelle permette aux missions étrangères ou alors aux pays étrangers de s'ingérer dans des choses aussi précises. Et j'ai également acquiescé le fait pour l'un d'eux de dire que le Parlement, que le Parlement camerounais ne réagit pas malgré ces violations. Qu'attendez-vous du Parlement camerounais? Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai le privilège d'avoir été là-bas. J'ai le privilège d'avoir partagé la situation des droits de l'homme à travers la corruption dans notre nation. J'ai vu plusieurs parmi eux être surpris. Mais pourtant, c'est leur rôle. C'est leur rôle. C'est leur rôle. On dit qu'ils passent le temps à discuter des lois, à violer des lois. Ça sert à quoi de voter des lois si on ne peut pas veiller à ce qu'elles soient respectées? Ça relève de leur pouvoir. Dès qu'on se plaint, des mesures doivent être prises. Et je préfère même ne pas parler de cette décision qui fait la une en ce moment. Je me suis interdite parce que j'étais l'avocat de la famille et je ne vais pas en parler. Mais s'agissant de la violation des droits de l'homme, je voudrais dire que c'est devenu systémique. C'est devenu systémique et les journalistes qui se permettent de relayer les informations ne travaillent pas pour le système parce que justement le système ne vous a pas intégré comme étant des instruments valables pour le développement. On ne peut pas parler de développement social si la paix n'est pas garantie. Et la paix ne peut pas être garantie là où la justice n'a pas de place. C'est pas possible. Et c'est fort de cela que, bien qu'étant ambassadrice pour la paix, je dis que la paix en l'état actuel n'est pas à l'horizon au Cameroun. Parce que la justice est la colonne vertébrale d'un état normal. Et quand la justice est piétinée, allant jusqu'à ce degré qu'il a indiqué à la fin de son propos, je dis il y a matière à craindre, il y a matière à réfléchir. Pas à réfléchir, à craindre, parce que nous avons longuement réfléchi. Mais nous constatons que les choses sont en train de s'empirer. On se demande à quel sens se vouer, où aller. Allons-nous continuer de compter sur l'étranger pour nous aider à voir nos droits respectés? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Seigneur Barrister, alors on parle des entraves à la liberté d'expression, des droits humains, et au regard des circonstances d'arrestation de ces journalistes-là, mais également des conditions de détention. La question que j'ai envie de vous poser est de savoir où est passée cette démocratie dont se revendique l'État du Cameroun. Merci, Laurine. Vous voyez, tout ce débat tourne autour de la pénalisation des délits de presse. Parce que l'article 2 du Code du travail, l'État du Cameroun garantit à tous les citoyens le travail décent. Alors, pourquoi est-ce que le journaliste camerounais est le seul professionnel qui doit aller en prison parce qu'il a mal fait son travail? Pourquoi?
Voilà le grand problème. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi, même les journalistes eux-mêmes semblent accepter la situation. Le magistrat qui fait mal son travail ne part pas en prison. Le policier qui fait mal son travail ne fait pas en prison. Laissons l'avocat. Quelle autre profession? Il n'y a que le journaliste. Justement parce que, comme le grand frère a dit ici, là, le journaliste, c'est quelqu'un qui appartient à un ordre que certains préfèrent considérer comme un ordre à battre, à tort ou à raison. Je pense que le vrai problème, il faut commencer par toucher cette pénalisation des délits de presse. Pourquoi doit-on pénaliser le délit de presse? Maintenant, il y a une divagation, parce que parmi les gens qu'on a cités, vous avez vu d'autres qui ont été arrêtés, et on dit terrorisme. Depuis quand est-ce qu'il y a une caméra terroriste? Depuis quand? Ouazizi. Ouazizi, regardez le cas de Ouazizi. Il a dénoncé les routes de Bamenda. Il est en prison. Il y a route. Il y a route. Parce qu'il a porté le cercueil. Il a tué qui? Voilà un cas. Un cas qui fait pleurer. Parce que quelqu'un dénonce quelque chose, vous l'arrêtez, vous le jetez en prison. Non, vraiment, c'est des divagations. On en profite pour dire terrorisme. Non. Le Parlement européen a bien fait de relever certaines choses. Nous autres Camerounais, on reste là, on regarde, on se dit, oh, le tribunal militaire compétent, il ne devrait pas être compétent pour juger les civils. Relever certaines choses, comme lesquelles, par exemple? Le point que vous abordez. Le fait de juger les civils devant le tribunal militaire, c'est un tort, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Moi, je suis candidat à la présidence, faites-moi confiance, voilà les premières choses que je vais arrêter. Mais ou bien on est dans un état militaire, ou bien on est dans un état démocratique. C'est quoi cette histoire? On veut faire peur à qui? Un civil commet une infraction, vous le balancez au tribunal militaire. C'est quoi ça? Non, mais il faut arrêter. Mais voilà, quand on dénonce ici, les gens ne comprennent pas. Voilà à quel niveau maintenant ça souille le pays. Au niveau du Parlement européen, c'est là où on va soulever que les Camerounais jugent les civils devant le tribunal militaire. Mais c'est honteux. Qu'est-ce qu'un civil a à voir avec l'armée? Non, mais il faut arrêter. Parce qu'on l'accuse de terrorisme et tout. Ouazizi, prenez le cas de Ouazizi. Il a terrorisé qui? Mais c'est la question que j'allais poser à Maître Tchakouté. Qu'est-ce qu'on met exactement dans terrorisme? À quel moment, selon la loi, on se retrouve dans un cas de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État et toutes ces autres griefs qui pèsent aujourd'hui contre ces journalistes-là? Pour comprendre. Moi, je crois que pour couper court, je ne peux pas rentrer pour n'avoir pas consulté mon code avant d'arriver ici. Au Cameroun, on n'a pas besoin nécessairement de rentrer dans le canon, dans le cadre de ce qui est prévu par la loi. Quand on t'arrête et que ta tête a créé trop de problèmes, à travers certaines dénonciations, on fabrique ce qu'on peut fabriquer et on te colle dessus. Et les autorités du tribunal militaire n'ont pas d'autre choix que de s'exécuter parce que ce sont il fait partie des bras de l'État. Il fait partie des bras de l'État. Et ce qui est regrettable, c'est le fait que ces violations des droits humains deviennent récurrentes, soit même en train de s'aggraver parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Et nous ne savons pas où nous allons, jusqu'où ça va aller, parce qu'on n'est pas toujours sûr qu'après un plateau comme celui-ci, on va arriver. Vous comprenez? Mais et comment peut-on vivre sans dire la vérité, sans exprimer ce qu'on ressent, sans partager le quotidien des misérables? Vous avez parlé de Vambouké ou de certains détenus qui ont droit aux soins et qui ne les reçoivent pas. Non, mais les conventions des Nations Unies sont claires. Les détenus ont des droits. Ils ont droit aux visites, ils ont droit à l'alimentation, une bonne alimentation, ils ont droit aux soins. L'assistance de ces avocats. Et oui, mais bon, parfois les avocats entrent, mais les soins sont primordiaux. S'ils ne sont pas soignés, ils meurent. S'ils ne mangent pas convenablement, ils meurent. Vous ne pouvez pas imaginer quelle odeur les salles d'audience prennent quand les prisonniers arrivent. C'est incroyable. Je dis c'est incroyable. Les conditions d'incarcération, vous les connaissez? Non, nous les connaissons. Je veux dire que quand ils sortent de leur camion, ils entrent en salle. L'odeur de la salle devient autre chose et ça présage des conditions dans lesquelles ils vivent. Est-ce qu'ils ont pu se laver tous les jours? Quand ils arrivent là, même déféquer, c'est un problème.
Tu dis que tu veux faire tes besoins, le gardien te gronde là, il peut même taper sur toi. Parfois, on leur dit, allez, faites tout ce que vous avez à faire là le matin. Et ça veut dire que pendant la journée, tu ordonnes à ton corps de ne pas vouloir faire tes besoins naturels. C'est incroyable. Est-ce que c'est des animaux? C'est des appareils qu'on peut régler et dérégler quand on veut? Roland Tsapi, qu'est-ce qui peut favoriser au sein du gouvernement actuel cette tendance à violer de plus en plus les droits humains? La peur. La peur de l'échec. La peur de la conscience qui est en train de naître au sein des populations. La panique dans l'ensemble. La peur de la vérité. Effectivement, ils ont peur de la vérité qui naît avec la prise de conscience. La panique. La peur de voir le pouvoir leur échapper. Un pouvoir quand même qui est détenu depuis plusieurs années. On peut résumer dans la situation de cette façon. C'est-à-dire, on dit souvent que la violence, c'est l'arme des faibles. Quand un État est dans une situation où il doit désormais opposer la violence à toute velléité de contestation, toute manifestation de mécontentement des populations, ça veut dire que ce pouvoir se repose quelque chose et veut désormais ne pas être en position de dialoguer ou bien d'argumenter ses actions, mais de les imposer par la force, tout simplement en disant « c'est moi le plus fort ». C'est grave ça. Voilà où on en est. Parce que rien ne justifie que un journaliste qui est en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on l'interpelle avec une caméra à la main, ou un dictaphone, ou un bic en main, et on réussit à lui coller des infractions comme atteinte à la sûreté de l'État, appel à la révolte, insurrection, terrorisme. Bref, terrorisme. On trouve tout un registre langagier qui inspire la peur et appelle, je ne sais pas quoi, à plus de violence. Un peu pour laisser croire que c'est lui qu'on a pris là. C'est comme un exemple pour les autres. Les autres fermer la bouche. Et tout à fait. Et le langage utilisé, ou bien les termes utilisés pour qualifier ceux qu'on arrête sur le terrain, dans ce cas-là, les journalistes, c'est un peu comme le mot maquis qu'on avait choisi à l'époque pour qualifier les nationalistes en y mettant justement un dosage négatif très important et effrayant. De telle sorte qu'on, quand on dit que quelqu'un est maquis, ça crée spontanément dans le psyché des autres populations de la peur et surtout de la haine, du rejet. Il ne faut pas qu'on se rapproche de lui parce qu'on risque d'être assimilé à ce qu'il est en train de faire. On est dans la même logique. Il suffit de diaboliser désormais tout ce qui est en face, même quand vous dites que la route n'est pas bonne. On vous dit que vous êtes anti-républicain. Pourquoi vous êtes anti-républicain? Pour avoir dit que la route n'est pas bonne. On oublie celui qui a fait que la route ne soit pas bonne, mais on vous accuse, vous, d'avoir dénoncé que la route n'est pas bonne, comme celui qui est anti-patriote. Voilà où on est. Voilà ce qui aujourd'hui explique. Et un bilan, malheureusement, de 43 ans, si on peut y ajouter également les 22 ans précédents depuis l'indépendance, ne milite nullement pas en faveur du régime en place aujourd'hui. Et comme il ne peut rien faire. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ou bien quand les membres du gouvernement sont en train de descendre sur le terrain aujourd'hui même, ce sont leurs propres militants qui leur disent « mais vraiment, on ne peut plus supporter ». J'ai vu une vidéo là dans les réseaux sociaux où c'était sûrement comme il y a eu beaucoup de manifestations liées à l'anniversaire du RDPC ou bien l'assassination du pouvoir ces derniers mois, où des personnes habillées en tenue du RDPC étaient en train de dire clairement que là où vous venez là, il n'y a pas de route pour arriver ici. Nous n'avons pas d'eau, d'électricité et ceci et cela. Et nous avons toujours voté à 100% le RDPC. Ça, c'est leur affirmation. Pourtant, on n'a pas le minimum. Et donc, il est exactement en train de dire la même chose qu'un journaliste en de pareille situation le dit. Sauf que,
comme c'est un journaliste, et surtout, vous voyez, à une époque, en 2016 ou bien 2017 exactement, à l'époque, c'était Issa Chiroma qui était ministre de la Communication. C'était au tout début des manifestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je me rappelle que le ministre était l'invité d'une émission dans une chaîne concurrente, Canal 2, pour ne pas la citer, et il avait clairement dit à la journaliste qu'il interviewait que si vous donnez la parole aux terroristes, à ceux qu'il qualifiait de terroristes, on vous ferme de manière aussi claire comme ça. On était par là en train de dire aux journalistes que, ok, à partir de maintenant, vous devez faire votre travail de manière partisane. C'est-à-dire que la logique, la logique du respect des déontologies qui demande qu'on donne la parole aux deux parties en cas de situation conflictuelle, non, vous devez nous donner, nous, la parole à nous, membres du gouvernement, mais si vous tentez de donner ça à la partie adverse, on vous ferme. C'est tout ça qui continue aujourd'hui à se faire sentir, à caractériser les comportements des membres du gouvernement, du pouvoir en place. C'est la peur, comme on dit souvent, qui a changé de camp, et c'est cela qui justifie que, n'ayant plus d'arguments, le bilan jouant contre lui, il ne peut plus qu'utiliser la violence, qu'elle soit verbale, physique, judiciaire, psychologique. On l'utilise de tous les côtés pour terroriser et, comment dire, distiller la peur au sein de la population afin qu'elle ne soit plus en mesure d'exprimer ce qu'elle voudrait exprimer. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'une fois qu'on aurait fait taire tout le monde, ça n'aura pour autant pas changé la situation, ni de la route, ni de l'éducation, ni de la santé, ni quoi que ce soit. On serait toujours à ce point. Et fatalement, comme on dit, quand on est acculé jusqu'au dos, jusqu'à ce dernier retranchement, il ne nous restait plus qu'à rebondir, tout simplement. Donc, on ne peut pas éternellement faire taire le peuple. Parce que, comme disait un homme politique américain, on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Tout le temps. C'est pas possible. Michel Michaud, d'après ce que Roland Tsapi décrit, est-ce que nous sommes dans une guerre déséquilibrée avec des protagonistes sans armes égales, clairement? La réalité, c'est que ce qu'il faut extraire de la situation contextuelle de ce pays, c'est qu'il vaut mieux que les gens s'adaptent et qu'ils apprennent à accepter qu'on vienne leur dire ce qui se passe en réalité. Ça peut positiver dans ce sens que ça permet à l'homme, si vous avez des enfants, si vous avez une famille pour laquelle vous trouviez des 5 enfants, qui ne vous disent pas, papa, vraiment, en réalité, l'habit que tu as porté aujourd'hui ne va pas plus. Tu es un papa complètement désaxé. Il vaut mieux que votre fils vous dise que, papa, l'accoutrement que vous avez porté ce matin n'est pas idéal pour que vous alliez au travail. Ça permet que vous rectifiez le tir et que vous reveniez et vous changez un accoutrement qui peut plaire à ses yeux et aux yeux des autres. La presse, telle que nous l'avions appris, c'est une science. Nous avions des canaux. Maître H parlait, nous on s'est battu pour la dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, elle a été détournée, on l'a sortie même du carcan parce que les magistrats civils essayaient de tenir compte de la délicatesse des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, parce que moi je peux taper, je suis à pas moins de 120 procès dans l'exercice de mes fonctions. Je ne crois pas qu'il y ait un journaliste au Cameroun qui a eu autant de procès comme moi. Le même jour, on me jugeait à Douala. Je devais répondre même en Dokoti, à Bonanjo, le même jour. Et on m'attendait à Yaoundé pour des audiences et délits de presse. Donc, nous avons une science, il y a l'éthique, il y a la déontologie, et on sait que c'est les faits. Et puis, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Mais souvent, vous vous retrouvez devant un néophyte qui ne comprend rien dans le cadre du métier, qui veut t'auditionner sur ce que tu as écrit. Quand tu arrives à lui dire que non, voici les caractéristiques, voici la technique exercée, voici ce que j'ai fait, il est même perdu. Vraiment, maître, moi j'ai été confronté à ça au point qu'un jour, j'ai dit à un officier de police judiciaire qui m'auditionnait
que je suis désolé. Vous ne pouvez pas comprendre l'esprit dans lequel le journaliste s'est mis pour rédiger cet article. C'est quand vous me demandez comment j'ai fait pour avoir... Vous ne lisez même pas le code de procédure pénale qui dit que... comprend quelque chose. Voilà. Vous ne lisez même pas pour dire que le journaliste garde le secret. C'est l'une des nourritures du journaliste. Je ne peux pas vous dire d'où j'ai pris mon information. La source d'information. Lisez. Vous ne pouvez pas... Vous me retenez ici même pendant 8 heures du temps. Moi-même 20 ans, je ne te dirai pas. Sinon, je ne suis plus journaliste. Mais la frilosité du système, comme disait Tchapi, nous avions affaire à un système frileux, malheureusement, qui n'arrive pas à comprendre que c'est en incorporant la vérité, en incorporant la somme, la recette des critiques contre un système qu'on peut évoluer, qu'on peut grandir. Quand vous écoutez tous ces intervenants, vraiment, ils n'ont aucun intérêt. Le journaliste n'a aucun intérêt. Parce qu'on ne peut pas demander à un journaliste que c'est blanc, qu'on dise que c'est du noir. Voilà ce qu'on veut. Et puis maintenant, on a ajouté votre bras séculier, qu'on appelle le Conseil national de la communication. Je suis désolé que j'en cite sur votre plateau. Voilà encore un autre bras séculier qui vient terroriser du journaliste. Donc, il faut faire très attention. Nous autres, on a cru à ce métier avec beaucoup. Quand on voit l'entame et tout ce que nous avions vécu, c'était pour qu'aujourd'hui, le métier que vous exerciez, que vous veniez sur un tableau, qui fasse à ce que le Cameroun soit parmi les premiers pays où on dit non, la presse est sincèrement libre et qu'elle peut exercer en tout. Mais regardez une affaire même de braquage. Vous apprenez qu'il y a le braquage dans un quartier, qu'on a arrêté des gens, vous arrivez dans un commissariat pour que vous preniez connaissance pour savoir les quoi. Mais quand vous voyez comment on vous repousse, quand vous voyez le comportement de nos forces de l'ordre, vous vous posez bien des questions de savoir s'ils comprennent même exactement le métier. Il faut laisser ce volet-là. C'est un chapitre lourd pour l'ensemble du peuple. Donc vraiment, depuis des années, le régime devrait mettre en place, comme Maître disait tout à l'heure que si lui devient président de la République, la première loi, c'est la dépénalisation des délits de presse. Ce n'est pas un combat qui date d'aujourd'hui. Donc, le système politique actuel, je suis désolé, avec tout ce que j'entends, quand on appelle un ministre, quand on a dit monsieur le ministre, on n'a pas ajouté docteur, ça n'avance pas. C'est comme s'il a manqué. Bon, maintenant on ajoute même chef traditionnel. Michel Michaud, ça veut dire que le seul espoir que la situation change, c'est qu'on change aussi de système. C'est ça? Madame, vous vouliez que je parle peut-être en parabole. Là, nous sommes pendant la période Pascal. Je ne parle pas en parabole ici. Tant que les choses restent ainsi, nous sommes voués à cette situation qui va se pérenniser pendant encore des années. Donc il faut basculer, il faut que quelque chose change. Et pour changer, c'est les acteurs de la société civile, c'est toutes les corporations, c'est tout le monde qui devrait en principe... Chacun a sa part de responsabilité. Donc vous imaginez que moi j'ai souvent pris la cibelle de dire que je n'aime pas trop entendre la sirène étrangère venir intervenir dans nos problèmes parce que nous en avions des capacités intellectuelles. Avant, nous nous plaignions que c'était des militaires qui n'avaient pas de niveau. Aujourd'hui, le plus petit militaire qu'on recrute a un bac. Les policiers, le gardien de la paix a une maîtrise, il a une licence. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont un niveau intellectuel assez aguerri pour qu'ils comprennent les enjeux de demain et les enjeux d'aujourd'hui. Mais quand on est dans une pâtisserie où le pâtissier et le boulanger a l'art de tourner tout le monde dans la farine, parce que c'est là où nous y sommes dans ce pays, on a affaire à des grands boulangers et qui pensent que leur pâtisserie va tenir. Mais je pense que non, ce n'est pas ça. Nous plaidions encore pour que le bon sens, le droit, en soit quelque chose, même dans le contexte humain, de prendre en compte des volets pareils. On ne soit pas, on n'est pas des animaux, c'est ce que nous leur disons depuis des années, mais malheureusement on s'enfonce tous les jours, on s'enfonce, on a comme l'impression la situation va de mal en pire, mais je suis désolé qu'on en soit là, mais nous avions le devoir. Sinon on aurait pu déposer les plumes depuis, on aurait pu déposer les micros, parce que compte tenu du contextuel, on aurait pu dire que bon,
advienne que pourra. Bon, heureusement, vous êtes encore là. Seigneur Barrister, Maître Tchakounté a commencé tout à l'heure à énumérer un petit peu quels sont les droits fondamentaux auxquels l'Union européenne appelle l'État du Cameroun à respecter. Mais je veux qu'on s'intéresse particulièrement aux journalistes. Est-ce qu'il y a un cadre pour protéger leurs droits? Est-ce que la loi camerounaise prévoit un cadre particulier pour les journalistes pour protéger leurs droits? Merci beaucoup pour cette question. Parce que ce que je vais vous dire va vous choquer. Je suis content de retrouver cette mastodonte de la communication ici. Et j'ai eu l'opportunité d'être devant lui dans plusieurs délits de presse. Est-ce qu'il y a un cadre pour protéger le journaliste? Je prends la loi sur la communication sociale. Savez-vous que lorsqu'un journaliste est poursuivi pour diffamation, dans le cadre de cette loi-là, il lui est interdit de rapporter la preuve de la vérité? Est-ce que vous imaginez ça? Vous écrivez quelque chose et la loi vous dit que la vérité ne peut être rapportée. Ça, ce sont déjà les limites. Wonderful. Qu'on peut relever. Ouais, voilà la protection que la loi donne aux journalistes. La loi donne aux journalistes cette protection que quand il écrit quelque chose de vrai, il lui est interdit de rapporter de donner cette vérité. Voilà la protection. Donc il est livré à la justice, main et pieds liés. Même si ce qu'il a écrit est vrai, il lui est interdit d'apporter les preuves. De rapporter la preuve. C'est exact. Voilà, l'Union européenne ne connaît pas nos lois. Mais nous connaissons ces lois. Et c'est pour cela que je dis que vraiment c'est une ineptie. Il faut qu'on enlève tous ces trucs-là. Il faut balayer. Pourquoi tu vas poursuivre quelqu'un? Tu dis qu'il a mal fait. Lui, il a les preuves qu'il a bien fait. Tu dis non. Tu ne peux pas rapporter la preuve. Ça ne cadre même pas avec l'infraction pour laquelle il est poursuivi. Parce que c'est la diffamation. Ça veut dire que ce monsieur, il est voué à être condamné. Terrible. Donc quel métier ça? Quel est ce genre de métier où on entre parce qu'on sait que, comme je parle là, je dois être condamné pour ce que je veux faire. Quels sont même ceux qui conçoivent des lois pareilles? Des lois qui n'ont rien à voir avec la loi. Parce que l'infraction est claire. Le fait de diffamer quelqu'un, la diffamation, c'est le fait de déclarer des choses dont on ne peut pas rapporter les preuves. Voilà. Aux journalistes, on dit tu as diffamé quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de rapporter la preuve. C'est incompréhensible, c'est une incongruité. Est-ce que le premier combat doit donc être celui-là, c'est-à-dire revoir d'abord ces textes, avant même que la corporation soit forte, avant même que toutes les autres parties, les voix sur le plan national et même africain s'élèvent pour défendre davantage les droits des journalistes? Est-ce que le premier combat n'est pas à ce niveau? Non, même si le premier combat est à ce niveau, refaire la loi, c'est possible. C'est possible, mais le bon sens du juriste, le bon sens de ceux qu'il a appelés enquêteurs tout à l'heure, s'ils étaient tous censés, parce que là, il a ouvert une brèche sur un problème qui est un phénomène national. J'ai tantôt dit qu'on a parfois des gens qu'on appelle enquêteurs qui titubent pour écrire leur nom. Et allez donc les voir dans le cadre d'une enquête. Ils ont du mal à comprendre les faits, mais ils vont vous poser des questions. Et parfois, ils vous amènent dans une stupidité telle que si vous ne faites pas attention, vous allez croire que c'est vous qui êtes bête. Donc je dis, quels sont ceux qui conçoivent les lois? Est-ce que ceux qui sont appelés à faire les lois comprennent de quoi il est question? Donc il faut voir les rédacteurs des lois. Et ça doit se faire avec les professionnels du domaine en question. Eux qui savent en quoi consiste leur travail. Et je crois qu'on devait faire une différence entre communiquer, entre relayer une information et ce qu'on appelle diffamation ou dénonciation. Moi, je ne comprends pas. C'est assez compliqué. Oui, je crois que sur ce plan-là, il faut relever que quand Maître pose la question de savoir quels sont ceux qui rédigent les lois, il faut savoir que dans ce pays, on n'a pas souvenance des lois qui ont émané des députés qui sont supposés être en contact avec le peuple. C'est-à-dire qu'on n'a pas jusqu'ici vu, par exemple, un député apporter une loi sur la communication, par exemple, en supposant qu'il s'est concerté avec les professionnels de la communication qui lui ont dit que voilà les problèmes que nous avons, et il a apporté un projet de loi qui est passé. Toutes les lois du Cameroun jusqu'ici sont des projets de loi, c'est-à-dire conçus par le gouvernement.
et déposées à l'Assemblée nationale. Et vous savez que ces lois sont toujours passées comme lettre à la poste. Parce que l'Assemblée nationale, et vous savez que quand le gouvernement conçoit des lois, c'est nécessairement pour s'assurer qu'ils ont l'avantage de la situation là. Mais il y a plus de députés, par exemple, du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale, ça peut se comprendre aussi. Être député à l'Assemblée nationale n'enlève pas aux députés sa mission, qui est celle de contrôler l'action gouvernementale et de légiférer sur des lois qui apporteraient ou bien apporterait de l'amélioration sur les conditions de vie. Et vous parlez des députés d'un autre genre, hein, il faut faire attention. Oui, je vous parlez des députés d'un autre genre, ceux qui sont députés dans leur âme. En plus, en même temps. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir et la presse, étant dans un jeu de pouvoir, si je peux me répéter, c'est-à-dire que c'est à qui va avoir le contrôle. Une fois que l'exécutif a la possibilité donc d'édicter des lois qui lui donneraient davantage sur le terrain, eh bien, il va à cœur joie. Je me rappelle une loi, à un moment donné, qui était en train d'être édictée, qui devait sortir du bureau du ministre Jacques Famdonga, à l'époque, ministre de la Communication, qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un tollé général avant que la loi n'arrive à l'Assemblée nationale. On a dû la retirer rapidement. Et ça, ce n'était pas du fait des députés, parce que si jamais elle est arrivée à l'Assemblée nationale, on est sûr que les journalistes auraient aujourd'hui disparu complètement de la planète Cameroun. Donc, qui fait ces lois? Évidemment, c'est l'exécutif. Et comment il les fait? En s'assurant qu'on donne moins de chances à la profession qui est en face de s'épanouir, parce qu'effectivement, une presse libre, indépendante, est un danger pour le pouvoir. Des exemples, on connaît ailleurs. Et pas plutôt les pouvoirs. Évidemment, on connaît des pays où des pouvoirs, des présidents ont été contraints de démissionner tout simplement parce que la presse avait fait son travail. Avait mis pression et fait son travail. Tout à fait. Parce qu'elle le faisait librement. Mais si on est dans un contexte où on va vous dire, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de chance avec ces lois qui, aussi liberticides qu'elles sont, ont quand même permis d'avoir ce qu'on peut appeler aujourd'hui le libertinage. Parce qu'on nous fait croire qu'il y a la liberté de la presse au Cameroun parce qu'on nous dit qu'il y a autour de 720 d'après le dernier décompte du CNC, de 720 médias, et donc il y a liberté de la presse. Voilà ce qu'on nous présente comme une preuve de démocratie et de liberté d'expression. Mais on oublie très bien que, en fait, cette liberté d'expression est aujourd'hui confondue au libertinage, parce que là-dedans, on voit des médias qui disent tout et n'importe quoi, et qui appellent même à la haine, à la division tribale, mais qui sont tolérés. Mais ils sont parfois sanctionnés aussi par le CNC que Michel Michaud. Ne vous gênez pas, ce ne sont pas ceux-là qui sont sanctionnés. En réalité, les salles de rédaction sont dans les départements ministériels. Ceux-là, c'est des instrumentalisés de la presse. Et ça prête à confusion. Moi, je suis dans une rédaction de Balafon. Nous échangeons dans votre rédaction. Vous venez à la rédaction d'Europe Plus, vous allez trouver le siège à Bonadibon. Si vous allez au Messager, vous allez trouver le Messager. Vous allez à Mutation le jour, on sait quelques journaux qui sont existants. Mais, je puis vous dire, je suis désolé que je parle ainsi. Au Cameroun, quand on vous présente 700 journaux, Maître Achou, quand vous sortez là dehors, vous voyez 10 journaux le matin. Non, soyons sérieux, vous riez, mais moi vraiment je suis stomaqué, les maîtres. Non, soyons sérieux. Et puis, il y en a dans les mallettes. Bon, ok, ce sont ceux-là qu'on ne voit pas, qui vampirisent le métier, qui sortent le matin, ils insultent Maître Tchakounte, Maître Api, selon que j'ai suivi quelqu'un hier sur un plateau de télévision parler d'un prélat en disant que ce prélat a sodomisé. C'était. Bon, je ne veux pas citer. Quand même. Vous dites que quand même, soyons sérieux. Quand même. Moi, vraiment, professionnellement, madame, j'ai la chance de former. Nombreux sont passés par bonne école. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, le problème du journaliste, c'est celui qu'ils prennent conscience davantage de l'état d'esprit du système en place contre la corporation. Ce n'est pas... Vous voyez qu'en réalité,
Les gars doivent être dans une posture qui amène à ce qu'on comprenne qu'ils ne fassent que dans le domaine qui est le sien et qu'ils s'en présentent tout simplement. Et même ça, on fait même ces efforts. Mais je vous dis, le système actuel, les pouvoirs publics actuels, certains parmi eux, c'est les mêmes. Quand ils ont un problème en back-office, ils appellent les journalistes. Voilà tel problème, j'ai telle frustration contre tel ministre. Et c'est les mêmes. Dès qu'on met du journaliste au milieu, ils le mangent dans la sauce. Donc, justement, juste pour compléter ce qu'il dit, juste vraiment une petite précision qui est importante, c'est que les journalistes doivent comprendre que quand les pouvoirs publics se font ami avec eux, pour le dire ainsi, c'est qu'ils sont en train de les manipuler. Il faudrait que les journalistes le sachent très bien. Quand, je dis n'importe quoi, la police ou la gendarmerie appelle les médias pour venir dire que, ok, venez, on a démantelé tel ou tel gars. Ah ben c'est très beau, ils veulent montrer comment ils travaillent beaucoup. Sauf que revenez le lendemain, posez la question de savoir la cargaison des drogues qu'on a arrêté là. Où est-ce qu'on en est? Quelle est la suite? Qu'en est-il? J'ai eu des informations selon lesquelles elle serait passée par tel. Le même policier qui vous a appelé hier va vous dire qu'il ne parle pas à la presse et qu'il faut attendre l'autorisation de sa hiérarchie qui ne viendra pas. Vous comprenez très bien qu'on est en amitié avec vous, on vous donne toutes les informations tant que ça leur permet de vanter une certaine prouesse de leur métier. Mais quand vous êtes dans votre rôle de journaliste qui doit fouiller l'information, aller d'investiguer, vous devenez persona non grata. Roland Tsapi, vous gardez la parole. Revenons un peu plus en profondeur sur ces arrestations arbitraires dont parle le communiqué de l'Union européenne. Alors, le Parlement qui parle justement de ces arrestations qui ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps, plusieurs années en arrière. Mais pourquoi seulement maintenant cette sortie? De mon point de vue, je pense que le timing est très bien choisi par le Parlement européen. Et il faut savoir que nous sommes dans un contexte où l'Europe dans l'ensemble est en train de perdre la face sur le continent africain. Et aucun pays européen ne veut plus s'amuser à mettre à dos de population de quelques pays que ce soit. Donc sur ce point, on peut déjà relever que le Parlement européen, quand il sort pour parler des situations qui rencontrent l'adhésion des populations camerounaises, par exemple, c'est pour essayer d'attirer la sympathie de ces populations pour des échéances à venir. Parce qu'ils n'oublient pas, eux-mêmes ont précisé que c'est dans un contexte électoral. À l'approche d'octobre 2020. Ils ne veulent pas que, quel que soit ce qui arrive après, qu'on dise que non, on sait que c'est vous qui avez toujours supporté les régimes dans ce pays en Afrique et donc vous ne pouvez pas être étranger à ce qui se passe parce que nous sommes dans des situations qu'on connaît très bien. Et quand ils commencent à dénoncer eux-mêmes des choses qui sont perpétrées par le même régime qu'ils ont toujours soutenu, il faut comprendre qu'ils sont justement en train de vouloir, on appelle ça quoi là, faire un appel de pied aux populations, à l'opinion, pour qu'elles ne se dressent pas contre elles à un moment donné. Première chose. Deuxième chose, c'est que il faut noter que cette sortie se fait presque au même moment où la Russie, pour la première fois, était en train d'avoir une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des États de l'Alliance du Sahel. Et à la sortie de cette rencontre, le communiqué conjoint des trois États, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et il faut noter qu'effectivement ce sont des pays qui ont complètement vomi la France et l'Occident en disant qu'arrêtez avec vos aides, tout ce que vous voulez là, partez d'ici avec vos bases militaires, ils sont allés jusqu'à donner parfois 72 heures aux ambassadeurs pour qu'ils quittent leur pays. Donc, et ils sont en train de se retourner vers la Russie. À l'issue de cette rencontre, justement, leur communiqué indiquait que c'était une discussion cordiale. On a parlé de la coopération, de l'aide, de l'armement et tout cela. Vous comprenez très bien que l'Occident sait aujourd'hui que si elle est victime d'un sentiment de rejet en Afrique, c'est
à cause des politiques qui ont été menées jusqu'ici, qui étaient des politiques de 20-80 au trop. C'est-à-dire qu'eux, ils devaient prendre 80%, on vous donne 20%, en vous indiquant même comment vous allez utiliser même les 20% qui restent là. Maintenant, il y a une autre qui vient de l'autre côté, la Russie, il y a la Chine également, il y a des partenariats avec le Brésil, avec le BRICS et autres là. Ils sentent donc que leur hégémonie sur le continent est en train d'être menacée. Donc, sur ce plan-là, sur le plan stratégique, il faut qu'on fasse un peu de pas pour laisser comprendre que non, nous sommes avec vous. Et si par là, on peut sauver encore le peu qui peut être sauvé. Mais y parviendront-ils? Ça, c'est la grosse question. Seigneur Barista, après Reporters sans frontières, l'ONU et d'autres voix qui se sont levées pour, avant évidemment l'Union européenne, pour demander la libération de ces journalistes-là. L'Union européenne vient également avec ses recommandations. Mais que vaut cette sortie de l'Union européenne? Jusqu'où peut-elle peser sur le Cameroun? Jusqu'où, justement, peut-elle faire pression sur le Cameroun? Bon, il faut comprendre que l'Union européenne est un partenaire. Ce n'est pas un super État qui donne des instructions au Cameroun. Le Cameroun est un État souverain. Donc c'est un partenaire et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est peser de leur poids, n'est-ce pas, dans les relations qui existent, commerciales, sociales, tout ça qui existe entre nous. Par exemple, s'il y a une aide qu'on donne, on peut conditionner cette aide à la libération. Et ils l'ont même dit dans le communiqué. Bon, s'il y a des remèdes qu'on vous envoie et vous ne voulez pas marcher, on dit bon, on va couper cette aide-là, on ne vous donne pas tant que vous nous direz pardon. Donc, ce n'est que voilà les leviers qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire pouvoir suspendre ou manipuler les avantages qu'ils ont vis-à-vis de l'État du Cameroun. Bon, l'État du Cameroun, le gouvernement ne légifère pas. C'est ça qui est triste. Parce que le gouvernement qui va subir la pression ne légifère pas. C'est le Parlement qui, lui, a lavé ses pieds et les mains et est en congé. En congé par rapport à ces textes-là. Donc, c'est tout un problème parce qu'on est en train de demander à quelqu'un qui est chargé de gérer la société de s'occuper du travail d'un autre qui ne s'en occupe pas. C'est ça le drame. Parce que si le Parlement européen parlait au Parlement camerounais, j'allais comprendre. Mais ils sont en train de parler au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a à y voir? Oui. Je crois qu'ils savent comment nous fonctionnons. Le Parlement camerounais ne fonctionne pas en toute liberté. Le Parlement travaille en réalité sous le contrôle du gouvernement. C'est pour ça que tout à l'heure, M. Tchapi a dit que les lois ce sont toujours des propositions de loi et autres. Donc le Parlement fonctionne en fonction des orientations, au moins, venant du gouvernement. Je vais en d'autres termes dire que si le gouvernement veut que la loi sur la protection ou l'exposition des journalistes soit revue, ce sera fait. On n'a pas besoin d'un mois. On peut convoquer une session extraordinaire des députés pour revoir. C'est possible. C'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? C'est-à-dire que le gouvernement du Cameroun a intérêt à s'exécuter pour éviter ces sanctions diplomatiques? Intérêt à s'exécuter. Le gouvernement a également la possibilité de se défendre, de prouver par A plus B que tout ce qu'on dit est faux. Et dans certains cas, nous avons découvert la sagesse, cette sagesse ténébreuse de la part de certaines de nos autorités. Oui. C'est-à-dire qu'on fabrique une vérité qui n'a rien à voir avec les faits et on l'établit, ça devient vrai, j'ai l'impression, quand même dans leur esprit, et on soutient ça. Maître, donc, vous êtes en train de développer là, j'ai vécu une scène de destruction. Oui, il faut... Une destruction de maison où des individus qui ont l'air bien ont estimé que la police ne devait pas venir détruire, donner main forte. Parce que la personne, mais j'ai vu, je peux citer, mais je connais
qu'un commissaire se soit permis de prendre la drogue qu'il avait saisie entre les mains d'un bandit et foutre ça dans l'habit de quelqu'un qui ne demandait qu'on ne détruise pas sa maison pour le confondre et tirer sur la personne. Ça, c'est des actes de banditisme qui n'ont rien à voir avec mettre en fin de développement par exemple traumatisé. Non, tout est possible. Hein. Donc, la fabrication de preuves, ça va changer. Michel, vous gardez la parole. L'Union européenne a demandé à ses États membres justement de mettre pression. Quelles sont les chances pour sa recommandation de prospérer auprès de ces États membres? Nous sommes, je vais le dire encore une fois de plus, une société aveuglée par ses dirigeants. Vous attendez quoi? On a dit qu'il faut d'abord toiletter ce qui est toilettable. Si les lois ne sont pas en faveur de ce qui peut positiver dans les approches d'exécution, vous attendez à quoi? Le système si vous rêvez, il y a une logique. Oh là là. Son domicile. Il y a une insécurité dans ce sens que la peur, à travers ce qu'on pose comme acte sur les autres, madame, vous présentez votre plateau de ce soir, vous estimez que vous avez fait que votre métier. Mais il y a des individus qui estiment que votre parler, nos propos ici peuvent affecter quoi que ce soit dans la société. Et je suis désolé parce que aujourd'hui, s'il faut comparaître ce système à celui d'avant, sauf que celui d'avant, Tchapi l'a dit ici, on avait l'impression que quand on te dit que tu es maquisard, tu étais déjà étiqueté même dans ton quartier. Mais aujourd'hui, c'est différent. On a grandi. On est complètement encerclé par une crainte. Veut dire qu'en réalité, celui qui passe à vos côtés en journée, vous n'êtes pas confiant que ce monsieur n'a pas un problème qui suscite en lui. Oui, et que vous ignorez. Et que vous ignorez. Non, les gens marchent ici dehors maintenant, tout le monde. Et on ne sait plus, même votre propre frère, quand il arrive à ce qu'il vient vous rendre visite chez vous, vous ne connaissez pas ce qu'il a enduré, d'où il sort pour venir faire vider ça sur vous. Donc, non, mais il y a l'insécurité dans l'air. Hein. Quand les ministres peuvent se permettre de violer ouvertement la loi entre eux et autres. Et ça n'inquiète personne. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Maître a dit que la colonne vertébrale d'une société, c'est la justice. La vérité. La justice est la colonne vertébrale. Et c'est pour ça que tant que la justice camerounaise ne sera pas revue, ne sera pas vraie, le Cameroun ne sera pas droit. Nous ne rêvons pas. Mais tant que vous aurez des instructions qui te viennent de la présidente de la République, qui somme un ministre, qui viennent vous dire que non, le garde de Sceaux, et qu'un garde de Sceaux écrive pour dire à ses magistrats de ne plus accepter la moindre correspondance, les recommandations ou bien les instructions qui viennent. Les autres instructions qui vous viennent. C'est ce qui a un problème dans la société. D'accord. Oui, mais vous en parlez beaucoup de passion, on peut comprendre pourquoi. Ce sera la question pour sortir, Seigneur Barrister. Comment envisager octobre 2025 sans une presse libre? Habituez-vous déjà, hein, parce que je ne vois pas comment vous allez obtenir votre presse. Habituez-vous. Habituons-nous déjà parce que la presse libre, telle que nous l'entendons là, je ne la vois pas avant octobre. On ira aux élections avec ce que nous avons là. Mais M. Chapouta a dit tout à l'heure que si l'État du Cameroun veut, les choses peuvent changer. Même en moins d'un mois. Est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont là veulent? On va pas leur prêter des intentions. Non, j'ai demandé si vous êtes sûr. Parce que moi, je suis sûr qu'ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que nous permettent, nous faciliter la tâche pour qu'on les dégage facilement. Non, parce que s'il y a liberté de la presse, c'est une question de système, c'est une question de mentalité. Vous te permettez que Seigneur Barrister finisse, oui. S'il y a liberté de la presse, ça veut dire que tout ce que les opposants proposent
va marcher, sera diffusé rapidement et le commun des Camerounais va savoir que je ne dois plus voter pour ces gens-ci. Voilà là où je dois mettre ma voix. Mais nous savons tous qu'ils vont tout faire pour empêcher à nous autres, n'est-ce pas, de porter notre message vers le peuple. Donc, pour moi, là, la liberté de la presse, là, je ne compte pas dessus. Je veux faire mon travail sans attendre qu'on fasse une modification quelconque à la liberté de la presse. D'accord, c'est bien entendu. Et puis Roland Sapie a dit qu'on peut tromper le peuple, mais pas tout le temps. Voilà, il y a un moment où c'est bon. Allez, merci beaucoup, messieurs et dames. Roland Sapie, éditorialiste, merci. Michel Michaud, journaliste et puis DP de Aurore Plus, merci infiniment. Senior barista, Emmanuel Achou, avocat au barreau du Cameroun, thank you so much. Et puis maître Charlotte Chakounté, avocate au barreau du Cameroun également. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente soirée sur Balafon Télévision. À demain.